fait 2% de croissance par an, sur un siècle, on multiplie par 7 la production. Donc évidemment, quand on se préoccupe des questions environnementales, augmenter la production et donc la consommation en la multipliant par 7 sur 2 à 3 générations, peut-être 4, ça pose des interrogations quant à la faisabilité de cette croissance infinie. Ça, c'est le premier élément important quand on parle de la croissance et qu'il faut avoir en tête. On n'est toujours pas parvenu à décorréler la croissance économique de notre impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, dans le meilleur des cas, on arrive à avoir de la croissance et à stabiliser notre empreinte écologique, mais pas à la réduire. Et quand on voit le défi écologique qui se prépare devant nous, la hauteur de la marche écologique, elle est grande, cette hauteur de marche. Il faut diviser par 2 à 3 notre empreinte écologique dans les 2 générations à venir. Donc on voit bien, diviser par 2 à 3 l'empreinte écologique en multipliant par 7 la production, c'est compliqué. Alors une société post-croissance, par définition, ça suppose une société qui n'est pas obnubilée par la croissance, et donc une société dans laquelle on s'est émancipé de ce qu'on appelle traditionnellement le productivisme, ce qui renvoie en fait à la raison du pourquoi la croissance. Pourquoi on a besoin de croissance ? Tout simplement parce que d'une année sur l'autre, l'économie gagne en productivité du travail. Et donc, au fur et à mesure qu'on gagne en productivité du travail, on est confronté à une problématique. Soit on détruit de l'emploi, on détruit du travail, soit on essaie de compenser cette destruction d'emploi et de travail par une augmentation de la production et donc de la consommation. Voilà. Donc, une société émancipée de la croissance, ce serait une société qui sort de ce cercle vicieux du productivisme et du toujours plus, en fait. En gros, les gens qui travaillent sur la société post-croissance imaginent 2 grands types de scénarios. Un premier scénario qui serait l'émancipation de la société du travail. Donc en gros, on partagerait le travail, on aurait moins besoin de travailler. Donc on va produire, on va consommer moins. On aura plein de temps pour faire d'autres choses. Et puis, il y a un autre scénario, une autre possibilité, qui serait en fait de désintensifier la production, de dire on arrête les gains de productivité. On sait que ces gains de productivité ont causé énormément de dégâts sur la société, mais aussi sur l'environnement. Si on veut demain avoir des modes de production qui soient plus soutenables, plus doux, qui soient à nouveau positifs pour l'environnement, il va falloir réinjecter du travail humain, paradoxalement. Ça ne veut pas dire tous revenir dans les champs avec des bêches. Mais non, mais ça veut dire potentiellement plus de travail quand même, et donc plus de qualité, plus d'attention. Voilà. Et du coup, c'est une autre solution, c'est de désintensifier la production pour avoir une qualité de travail et une qualité de production qui soit plus importante. L'exemple typique, là, c'est l'agriculture biologique, dont on sait qu'elle impacte moins l'environnement, mais qu'elle est plus riche en emplois. Amazon est un cas assez symptomatique et le cas du livre est intéressant parce qu'en France, le prix du livre est fixe. Donc effectivement, quand vous achetez votre livre ou un livre sur Amazon ou dans une librairie de quartier, vous allez payer le même prix. Sauf que l'impact en termes d'emploi n'est pas du tout le même, puisque Amazon, quand on ramène leur chiffre d'affaires sur le livre ramené au nombre d'employés, on a un ratio qui est très faible en fait, pour un travail qui n'est pas intéressant, puisque c'est un travail qui consiste à remplir des cartons et à les envoyer, quoi. Alors que le libraire de quartier, votre libraire de quartier, lui, il a un travail qui est déjà beaucoup plus intéressant sur le plan qualitatif, il est capable de vous conseiller, il a lu plein de choses. Et quand on regarde le chiffre d'affaires des libraires indépendants, pour le même chiffre d'affaires, on génère presque 18 fois plus d'emplois pour le même chiffre d'affaires. Donc ça ne va pas dans la même poche, ça ne va pas dans la poche de l'investisseur d'Amazon, ça va dans la poche du travailleur en librairie indépendante. Donc on sait qu'on pourrait construire une société qui fonctionnerait complètement différemment. Parce qu'on a dans les marges de la société une multitude d'expérimentations qui sont menées, qui relèvent de ce que j'appelle de l'innovation sociale en gros. On invente des nouvelles méthodes de production, de consommation, qui sont meilleures pour l'environnement, qui sont parfois plus riches en emplois, etc., etc. La grande question, c'est la massification de ces expérimentations. Et là, ça vous pose quand même, je vais dire un gros mot, mais ça pose quand même la question du
du capitalisme, hein, et qui est le système d'organisation de l'économie aujourd'hui. Et là, j'ai pas vraiment de réponse, hein. Heu, comment passer d'un modèle qui, pour l'instant, est extrêmement émergent à un modèle davantage massifié? Ça remet en cause les règles de l'économie, traditionnelle. Donc il va falloir, à mon avis, passer par une multiplication d'expérimentations et puis une diffusion progressive de ces expérimentations qui, petit à petit, permettent de construire un socle pour imaginer une société qui fonctionnerait dans son ensemble de manière plus coopérative, probablement. Voilà.